La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise à l'heure du journal, dont voici les titres. Après les opérations de recensement dans la zone 1, la CENI s'active pour celle de la zone 2. L'heure est à la sensibilisation des agents de recensement et au dernier réglage. Et puis le Togo expérimente 3 nouvelles variétés de manioc. Les boutures reçues du Nigeria et que le ILCRA veut expérimenter avant de l'introduire dans la production nationale. Des boutures à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. D'abord, à la primature ce matin, le Premier ministre Comissé Lom Klassou a reçu en audience le directeur général Togo de la compagnie aérienne Brussels Airlines. Pierre-Yves Bouscart est allé porter à la connaissance du chef du gouvernement l'augmentation de la fréquence des vols de cette compagnie au Togo qui passe à 5. Ceci prendra effet à compter de la fin de ce mois. Lomé sera donc desservi 5 fois dans la semaine. Et Brussels Airlines veut contribuer ainsi à faire de Lomé ou du Togo un hub pour le développement du tourisme. Nous écoutons M. Bouscart à la fin de l'entretien avec le Premier ministre. Il était au micro de Clarisse Atticlet. Nous sommes venus donc annoncer notre 5e fréquence que Brussels Airlines aura par semaine ici au Togo. Donc on va desservir 5 fois par semaine Lomé depuis Bruxelles. On dessert le Togo les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis. Elle a été appréciée. Elle a été fort appréciée et il nous encourage évidemment à pouvoir à faire mieux dans le futur encore. De pouvoir augmenter justement le nombre de fréquences ici au Togo. Étant donné que une des priorités est de faire du Togo ou de Lomé un hub ou un pays de transit, le Brussels Airlines, on essaye de pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre afin de également pouvoir donc contribuer à ce développement. Et par la présente, on a également montré ou proposé nos services afin qu'on puisse aider à promouvoir donc, le Togo à bord de nos avions. Et on le disait en titre, le recensement dans la zone 1 a pris fin mardi dernier et les regards sont désormais tournés vers la zone 2 qui comprend une partie de la région des plateaux et toute la partie septentrionale du pays. La logistique pour l'enrôlement des électeurs dans la zone 2 est en voie de déploiement. Avant le début des opérations, la CENI a entrepris la formation des différentes CELI de cette zone, comme cela a été fait dans la zone 1. Les étapes d'Atakpemi et de Kara avec nos correspondants sur place, Sylvain Abdou et Nestor Mozo. Les CELI, Commission électorale locale indépendante, constituent les démembrements de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Mises en place dans toutes les préfectures, elles sont donc la cheville ouvrière de la CENI. Les CELI de la partie septentrionale du pays se préparent au processus d'enrôlement des électeurs après l'opération dans la zone 1. Les membres des CELI de la région de la Kara se sont retrouvés à cette rencontre avec une délégation de la CENI pour un renforcement des capacités pour qu'à leur tour ils puissent former les CLC, comité des listes et cartes. Les outils de cet apprentissage sont consignés dans un guide en 5 points. Statut, composition et rôle d'un comité des listes et cartes. Lieu d'installation d'un centre de recensement et de vote. Aménagement d'un centre de recensement et de vote sont les 3 premiers points. Équipement, matériel et documents. Organisation et fonctionnement d'un centre de recensement et de vote constituent les 2 autres points. En annexe du document se trouvent toutes les fiches à remplir par les CELI et les CLC, fiches qui feront l'objet de travaux pratiques.
Selon le chronogramme de la CENI, les opérations de recensement électoral dans la zone 2 commencent le 17 octobre pour prendre fin le 24 octobre. La CENI précise que ce sont de nouvelles cartes qui seront établies, rendant donc caduques les anciennes. Face à la délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI, des présidents et membres des CELI, Amou, Ougouanié et Wawa Akebou. La CENI a voulu, à travers cette formation pratique et théorique, leur fournir les outils nécessaires, échanger avec eux pour mieux les préparer dans le contexte du recensement électoral qui va débuter le 17 octobre dans la zone 2. Une manière également pour la Commission électorale nationale indépendante de les amener à jouer efficacement leur rôle sur le terrain en vue du bon déroulement de l'opération. Nous sommes ici pour échanger avec vous en vue de la préparation du recensement électoral, afin que les informations que vous prendrez d'ici, les échanges que nous ferons sur les documents ici, ces informations, vous puissiez les porter à d'autres ambassadeurs de la CENI. Vous êtes les premiers ambassadeurs, premiers représentants, à savoir les CLC, c'est-à-dire le comité liste et carte, qui est un démembrement comme la CELI d'ailleurs, mais très important, parce que le recensement ou la révision, c'est leur affaire. Et à ce niveau-là, il faut que ça se passe très bien. L'opération du recensement est une étape décisive dans le processus électoral. Sa réussite exige que les démembrements de la CENI soient formés aux tâches qu'ils doivent exécuter. Tout au long de cet exercice, il sera question d'exécution de tâches et de contrôle, avec en trame de fond la notion de responsabilité et l'importance d'avoir une bonne coordination et une communication entre tous les maillons de la chaîne. Il est vraiment important que cette synergie soit bien exécutée et je n'ai pas de doute qu'avec l'engagement que vous démontrez déjà, nous y parviendrons pour le bien de notre mission et la satisfaction de nous-mêmes et de toute la nation. Au terme donc de cette formation, les CELI, Amou, Ougouané et Wawa Akebou vont à leur tour pouvoir former ceux des CLC pour une meilleure organisation et fonctionnement des centres de recensement, tout ceci pour un aboutissement heureux de l'opération. Et la même session de formation a été organisée aussi bien dans la région centrale que dans les savanes. Et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pour le compte de la phase additionnelle du projet d'appui au secteur agricole PASA, des chèques ont été remis à 70 nouveaux éleveurs de la région des Plateaux. Cette phase additionnelle, financée à hauteur de 1 milliard de francs CFA par le gouvernement togolais avec l'appui de ses partenaires, est destinée à promouvoir ce que l'on nomme les élevages commerciaux. Les précisions avec Silver Abdou. L'appui du gouvernement au secteur de l'élevage a permis d'améliorer considérablement la productivité au Togo. Que ce soit l'élevage de petits ruminants ou de volailles, des actions concrètes sont enregistrées sur le terrain, surtout avec la première phase du projet d'appui au secteur agricole PASA qui a touché 170 entrepreneurs. Avec les efforts enregistrés, le gouvernement a initié pour ce faire une phase additionnelle dans la perspective de toucher un grand nombre d'éleveurs. Plus de 300 nouveaux éleveurs ont été donc sélectionnés dans ce sens pour la promotion des élevages commerciaux financés à hauteur de 1 milliard de francs CFA par le gouvernement. C'est ce financement que reçoivent ces éleveurs de la région des Plateaux, dont 70 au total, un appui estimé à 3 500 000 francs CFA chacun. Un volume monétaire pour leur permettre d'améliorer leurs activités et accroître le rendement. Le promoteur doit mobiliser comme contrepartie au moins 20%. Donc quand nous prenons 3 500 000, 20%, ça représente 700 000 francs. Donc suite à cette mobilisation, le gouvernement maintenant met à la disposition de ce promoteur les 3 500 qui servent d'abord à améliorer l'habitat de l'élevage, que ce soit au niveau des ovins ou des poulailles et de la volaille, et aussi à acquérir les médicaments pour la santé du cheptel, et aussi à pratiquer l'alimentation, une bonne alimentation. Donc tous ces facteurs combinés permettent d'améliorer le niveau de productivité de nos élevages.
Ce fonds, dénommé Fonds compétitif, est destiné à renforcer la capacité productive des éleveurs sélectionnés pour faire d'eux des entrepreneurs afin de les amener à améliorer l'environnement institutionnel propice au développement de l'élevage. Une dynamique pour répondre à l'objectif du gouvernement qui envisage d'ici 2023 consolider les acquis pour accroître les performances dans tous les secteurs. Le gouvernement vise la mise en place des infrastructures de transformation, des usines de transformation. C'est ce qu'on a appelé agropole, qui rassemble des zones de production, mais aussi des sites de transformation de nos produits. Donc, concernant la filière animale, le gouvernement envisage soutenir les jeunes qui ont été identifiés dans la production de la volaille et du petit ruminant pour consolider, comme je le disais, la sécurité alimentaire, mais c'est de passer le cap de la transformation en structurant non seulement la mise en marché à travers les plateformes que nous allons monter, mais à vendre au niveau des usines de transformation de façon à ce que les produits qui sortiront des fermes d'élevage puissent être engagés sur les marchés sous-régionaux et internationaux. 304 éleveurs vont être touchés par cette phase additionnelle. Avec ce financement, ils seront à même d'engager des actions destinées à bien conduire leur élevage, bien appliquer les techniques, opter pour un meilleur suivi du cheptel, mais aussi assurer les meilleures techniques d'alimentation pour la réussite du projet Soutien à l'élevage au Togo. Et après l'élevage, l'agriculture avec ces 3 nouvelles variétés certifiées de manioc qui nous viennent du Nigeria. Les boutures de tubercules ont été réceptionnées ce jeudi par l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. Les nouveaux plants vont être expérimentés sur une durée d'1 an sur un site aménagé à Avetimé dans la préfecture de Zio. Les précisions avec Augustin Kossi. Des sacs de boutures de manioc destinés à l'expérimentation au Togo. 3 nouvelles variétés du tubercule qui seront repiquées sur cette parcelle d'1 hectare aménagée à Ativeme dans la préfecture de Zio. Elles proviennent de l'Institut nigérian de recherche agronomique ITA Ibadan. Avec une équipe mixte de techniciens et producteurs agricoles, les plants sont mis en terre pour un cycle de 12 mois. We came all the way from IITA. And we brought 3 Pro-Vitamin A varieties. Nous sommes venus avec 3 variétés. On a déjà aménagé le terrain. Nous avons mis en terre les plans pour expérimenter la technologie au Togo. So as to try technologies for agriculture in Africa. C'est sur initiative du chef de l'État que ces variétés sont parvenues. Nous les avons mis dans 3 blocs et chaque bloc contient les 3 variétés plus une variété togolaise. Il y a les aspects phytosanitaires qu'on doit tenir compte, il y a les aspects rendement. Après la récolte, nous allons tester ces variétés auprès des Togolais, des consommateurs de la région, du milieu, pour voir est-ce que ces variétés répondent à leur satisfaction. Le certificat phytosanitaire de ce nouveau plan de manioc a été remis à l'Institut togolais de recherche agronomique. Ils sont d'une productivité avec valeur nutritive déjà expérimentée au Nigeria, en Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays africains. Au terme d'1 an, les variétés produites sur cet espace vont être évaluées puis mises à la disposition des producteurs. Le manioc, aujourd'hui, la production nationale, on peut dire qu'elle est même excédentaire. Nous avons un excédent en termes de volume ou de production nationale. Cependant, il y a des possibilités d'exportation du manioc dans la sous-région et même au plan mondial. Le chef de l'État a voulu optimiser la productivité de cette culture. Il s'agit, dans ce processus, de mettre à la disposition des planteurs, des agriculteurs, des variétés les plus productives possibles. Le manioc est cultivé partout et fait partie des aliments de base au Togo. L'introduction de nouvelles variétés dans la filière va sans doute booster la productivité afin de renforcer la sécurité alimentaire. Et bientôt, le Togo disposera d'un organisme national chargé de veiller à la sécurité sanitaire des aliments. Une rencontre a été organisée au niveau de la région des Savanes avec tous les acteurs œuvrant sur la chaîne alimentaire pour partager avec eux l'idée
et susciter leur adhésion au projet. Depuis Dapang, la correspondance de Désiré Aloy. L'on parle aujourd'hui de la sécurité sanitaire des aliments, une nécessité pour le Togo de se doter d'un organisme national dans ce sens. Une réglementation et contrôle des filières agroalimentaires avec pour objectif de veiller à l'hygiène et à l'innocuité des aliments sur l'ensemble de la chaîne. La structure entend travailler à la protection des aliments pour une bonne nutrition. Le Togo dispose d'excédents alimentaires disponibles pour les populations locales et pour le commerce international. Et depuis 2017, le Togo s'est de nouveau lancé dans un nouveau programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle et a envie de mettre un accent particulier sur la qualité et la sécurité sanitaire des aliments que nous consommons. Des réflexions sont en train d'être menées au niveau national pour voir comment améliorer la sécurité sanitaire des aliments que nous consommons ou que nous vendons sur le marché international. C'est dans ce contexte que cet atelier est organisé afin de recueillir auprès des acteurs de la chaîne alimentaire de la région des savanes du pays leurs préoccupations, leurs contributions et leurs amendements au projet de document que nous avons élaboré afin de porter ce projet à sa réalisation. Producteurs, transporteurs, transformateurs, commerçants et autres sur la chaîne au niveau régional des savanes pour échanger sur la question et les amener à adhérer à la création de la structure nationale de contrôle qualité des aliments. Des femmes issues des organisations paysannes de la région de la Kara ont, elles, suivi une formation sur le management et l'entrepreneuriat. À travers ce renforcement de capacité, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche entend ainsi contribuer à l'autonomisation de ces femmes. La correspondance depuis Kara de Nestor. Bonjour. Les femmes sont quasiment présentes dans tous les systèmes de production. Cependant, elles ont un accès inégal aux facteurs et aux moyens de production et au contrôle de ressources comparativement aux hommes. Pour accompagner le processus d'autonomisation de la femme au MAEP, ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, plusieurs actions ont été menées ou sont en cours d'exécution de manière à opérationnaliser la volonté du gouvernement à promouvoir et à valoriser la femme togolaise. Au nombre des mesures incitatives, il y a la mise en place de la cellule focale genre, l'élaboration d'un plan d'action genre, des projets à l'instar du PPAO, du PADAT et du PASA, l'initiation des travaux de recherche orientés vers les technologies sensibles au genre et l'équipement en matériel de transformation. C'est en vue de capitaliser ces différentes mesures que cette formation est tenue. Elle est axée plus spécifiquement sur le management et l'entrepreneuriat. Nous sommes dans un monde en pleine mutation où nous devons aspirer à la qualité, nous devons aspirer à l'excellence. Dans la pratique, c'est de voir comment elles présenteront au mieux leurs produits transformés. C'est de voir comment est-ce qu'à la conception d'une activité qu'elles auront, de voir tous les contours, l'étude du marché qu'elles vont faire pour pouvoir vendre, savoir à quel public je vends. Parce que parfois, vous allez vous trouver dans une seule localité où plusieurs femmes font la même chose à la fois. Mais quand elle fait cette étude-là, elle saura si, dans ce milieu-là, est-ce que je peux mener cette activité et puis que cette activité puisse améliorer mes revenus ou pas. En 3 jours de travaux, ces femmes issues des organisations paysannes de la région de la Kara ont consolidé leur connaissance sur le concept genre, le management des entreprises, la gestion de la clientèle et les techniques de commercialisation. On nous a parlé sur l'entrepreneuriat, comment l'on peut entreprendre. Et quand on entreprend, comment on arrive à gérer notre entreprise. Quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur. On nous a parlé aussi de comment accueillir nos clients, faire le marketing, comment présenter notre produit pour pouvoir le vendre sur le marché. La région de la Kara est la deuxième à bénéficier de cette formation après celle des savanes. Toutes les régions seront couvertes pour toucher 300 femmes qui iront impacter leur milieu et drainer d'autres femmes pour leur réelle autonomisation, contribuant ainsi à la croissance de l'économie nationale.
Le 8 octobre dernier, la plateforme Jeudi Jose a eu 3 ans. 3 années d'accompagnement des jeunes porteurs de projets. Et c'est également un cadre de formation et d'échange d'expériences pour la promotion de l'entrepreneuriat au Togo. Et cet après-midi, autour de la ministre Victoire Tomega Doubé, ces jeunes et leurs encadreurs ont célébré les 3 ans du concept Jeudi Jose. Et certains jeunes ont également reçu des chèques pour le financement de leurs projets. Le compte rendu de cette célébration avec Edem Sousouba. Double événement à Blue Zone de Kakaveli. Jeudi Jose, cette plateforme mensuelle d'échange et de partage d'expériences des jeunes entrepreneurs à 3 ans. Des jeunes porteurs de projets ont par la même occasion reçu des chèques. 8 lauréats du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes 2018 et un lauréat du Forum international Jeunesse et Emploi Vert. D'autres jeunes ont reçu des financements incitatifs. La jeunesse entreprenante est ici honorée, ce qui montre que l'engagement et l'audace paient. J'ai postulé à ce concours sur un projet qui consiste à la valorisation des vertus de Nîmes. C'est-à-dire nous fabriquons des produits cosmétiques à base des grains de Nîmes, à savoir le savon, la pommade, ainsi que les produits agronomiques, le compost et le biopesticide à base de l'huile de Nîmes. Le FAEJ nous a été utile dans le sens de l'accompagnement, dans l'orientation et également dans le renforcement des capacités. Les efforts engagés par les autorités togolaises pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans notre pays sont en train de payer. Et cela paye au-delà de nos frontières. Vous vous rendez compte que sur l'ensemble des pays qui concourent au PPEJ, le Togo se classe toujours meilleur. Nous avons envoyé 10 projets et sur les 10, 8 ont été retenus et financés. Et vous allez vous rendre également compte que pour ce qui concerne le Forum international pour l'emploi vert, c'est un jeune Togolais qui a postulé dans une compétition internationale et a remporté un prix. Vous avez vu son chèque qui a été remis, 2 500 000 francs CFA. Ceci veut dire que tout le travail qui est fait par les différents mécanismes d'accompagnement mis en place par le gouvernement est un travail efficace. La 36e rencontre du Jeudi Jose a été consacrée à la formation des jeunes entrepreneurs sur les réflexes d'un entrepreneur gagnant. Jeudi Jose, porté par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, compte ainsi stimuler au sein de la jeunesse la culture de l'excellence. En 3 ans d'existence, plus de 4000 jeunes ont été touchés par la plateforme Jeudi Jose et le gouvernement compte faire plus. Et cette initiative Jeudi Jose fait partie des mécanismes que le gouvernement togolais a mis en place pour accompagner les jeunes. Et il est heureux de constater que nous avons des jeunes qui émergent non seulement ici au Togo, mais qui sont primés à l'international. L'exemple du jeune Touché Koko qui vient d'être primé à la francophonie pour l'initiative Jeunes Entrepreneurs est assez édifiant. Et c'est la 2e édition de ce concours. Rappelons que lors de la première édition, c'est également une Togolaise qui a été lauréate, Madame Lucia Sogba. Cela veut tout simplement dire que nos mécanismes d'accompagnement, de formation, commencent par produire des fruits. Et ça suscite une certaine émulation à travers, au sein de la jeunesse togolaise. Et ce que nous essayons de faire passer comme message, c'est que quand vous pouvez oser entreprendre, vous pouvez vous lancer dans votre entreprise. Mais il y a des valeurs qui sont essentielles et qui peuvent vous amener à réussir votre entreprise. D'abord, c'est la volonté, c'est le travail, c'est la détermination, la persévérance, c'est la discipline, la rigueur. C'est des valeurs qui sont essentielles. C'est au total une enveloppe de près de 22 millions de francs CFA qui vient d'être mise à la disposition des bénéficiaires pour consolider leur micro-entreprise ou pour soutenir le démarrage de leur projet d'entreprise. Et nous vous proposerons dans nos prochaines éditions le bilan des 3 années de fonctionnement de cette initiative du Jeudi Jose.
Santé à présent, le monde entier a célébré hier 10 octobre la journée de la santé mentale placée sous le thème Jeunes et santé mentale dans un monde en évolution. Et pour marquer l'événement au Togo, une équipe des soignants du centre de santé mentale Paul-Louis René était au collège Notre-Dame des Apôtres à Lomé pour sensibiliser les élèves, des jeunes donc, sur la question. Et justement situé à Kégué-Halomé, le centre de santé mentale Paul-Louis René est créé en 2013 et dès lors prend en charge les personnes souffrant de maladies mentales telles que la dépression, les troubles de comportement. Et comment le centre arrive-t-il à accomplir cette mission? Quelles sont les causes et les effets de maladies mentales? Les réponses dans ce dossier signé Nathalie Kaneke. Kégué-Kélegougan. Nous sommes au centre de santé mentale Paul-Louis René qui depuis 5 ans s'occupe des personnes souffrant de déficience mentale. À l'origine, plusieurs facteurs. Quelqu'un qui a un parent qui est décédé et qui n'arrive pas à digérer, ça peut lui entraîner un trouble de comportement. Des événements inattendus qui nous arrivent. Quelqu'un qui sort par exemple de la maison et puis il a fait un accident quelque part. Qui n'a pas accepté. Il n'a pas accepté ce qui lui est arrivé. Et ça peut lui entraîner plus tard un trouble de comportement. Une femme qui est partie accoucher, elle attend, c'est vrai qu'elle attend toutefois que ça fait mal. Mais elle ne sait pas que ça fait mal jusqu'à ce degré-là. Tout ça, ça peut entraîner chez celle-là, après, un trouble de comportement. Psychiatre, assistant, neurologue, laborantin, bref, toute une équipe professionnelle motivée. Elle s'active pour donner de meilleures prestations, comme pour dire la santé mentale reste une affaire de tous. Le patient vient, on lui remet un pot pour faire les urines et devant nous, le patient urine, on prend les urines et avec ces urines-là, on fait les tests. Souvent, il y a plusieurs patients qu'on découvre qui sont positifs au cannabis, aux benzodiazines, à l'opium, à la cocaïne. Et s'il y a la majorité des personnes qui sont aussi négatives. Vous verrez que les patients qui fument, les patients qui boivent de l'alcool, donc ils ont les transaminases très élevées. Donc il faut doser ça pour voir si le patient n'est pas dans un cas critique. Sanvi a dans les années 2012 souffert de la dépression. Une maladie caractérisée par les émotions intenses telles que le découragement, la tristesse, la perte de plaisir, voire la culpabilité. Avant, je partais en erreur. Depuis que je suis là, ma vie a beaucoup amélioré. Ça arrive à être plus clair en idée. La santé aussi va mieux. D'après certaines données de l'OMS, les personnes atteintes de troubles mentaux, en particulier celles placées en établissement, présentent des taux de mortalité par cancer et par cardiopathie plus élevés. D'où la nécessité d'attirer l'attention des jeunes sur le sujet. La maladie mentale va freiner un développement économique, un développement personnel et ça va entraîner beaucoup de coûts et de charges. Nous avons opté cette année sensibiliser les élèves puisque le thème que l'OMS nous propose c'est les jeunes et la santé mentale. Voilà pourquoi nous voulons mettre le paquet sur la jeunesse, sur leur santé et surtout sur leur santé mentale positive. Célébrée pour la première fois en 1992, la Journée mondiale de la santé mentale est un rendez-vous consacré à l'éducation et à la sensibilisation de masse. Dans le reste de l'actualité, c'est Yerevan qui est la capitale de la francophonie pour 2 jours. Le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie a officiellement ouvert ses portes ce jeudi dans la capitale arménienne avec pour thème le vivre ensemble. La francophonie se dit convaincue que le vivre ensemble peut contribuer au renforcement de la cohésion des sociétés et apporter la paix et la prospérité dans l'espace francophone. Et le sommet prendra fin demain vendredi avec la nomination d'un nouveau secrétaire général de l'organisation et 2 candidates sont en lice, la sortante Michael Jean et la rwandaise Louise Mushiki Wabo.
Et Madame Mushikiwabo est la ministre des Affaires étrangères du Rwanda et elle est donnée favorite pour être la future secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et permettra ainsi à l'Afrique de retrouver sa place dans cette organisation, à la tête de cette organisation. Mais qui est Madame Louise Mushikiwabo? Son portrait dans le sujet qui suit. Elle a désormais un boulevard devant elle. L'actuel ministre des Affaires étrangères du Rwanda devrait en toute logique prendre la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle profite des déboires de sa rivale, la Canadienne Michaëlle Jean, qui rêvait de briguer un second mandat. Mais critiquée pour son train de vie somptueux, elle a finalement été lâchée par son pays. Louise Mushikiwabo bénéficie, elle, d'un soutien massif de l'Union africaine et de la France. Sa candidature avait été officialisée le 23 mai dernier lors de la visite du président rwandais Paul Kagame à Paris. Une candidature qui a aussi suscité la polémique, notamment parce que Paul Kagame, dirigeant autoritaire, n'a eu de cesse de prendre ses distances avec le français. Sur notre antenne en mai dernier, Louise Mushikiwabo revenait justement sur ces critiques. Vous savez qu'on vous attend là-dessus. Je pense que la francophonie n'est pas en guerre contre le Commonwealth ou la langue française en guerre contre l'anglais. Au contraire, je pense que la francophonie aujourd'hui s'inscrit dans un monde de plusieurs langues, ce qui est le cas de mon pays. La ministre de 57 ans est née à Kigali le 22 mai 1961. En 1990, elle fuit les violences qui touchent son pays pour s'installer aux États-Unis avec son mari américain. Elle ne revient au Rwanda qu'en 2008. Parfaitement bilingue, elle a toujours défendu la voix de son pays, n'hésitant pas à critiquer l'ingérence française en Afrique. Qui décide de l'avenir politique des Africains? Ce n'est pas Paris qui décide, c'est évident. La nomination de Louise Mushikiwabo consacrerait le retour de l'Afrique à la tête de l'OIF. Avant Michaëlle Jean, l'organisation avait toujours été dirigée par des Africains. Retour en page nationale où une délégation de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES séjourne depuis hier dans notre capitale, conduite par M. Sambassi, président du conseil des ministres de cette institution. Sa présence au Togo se situe dans un contexte de la suppression des différentes actions que mène le secrétariat exécutif de la CIPRES dans le sens d'une couverture africaine des prévoyances sociales. La délégation a eu une séance de travail ce matin avec les responsables et inspecteurs du secrétariat exécutif de la CIPRES. Nous écoutons M. Si à la fin des travaux au micro de Serge Taston. Nous avons visité, mon collègue du Niger et moi, ce lieu de vie de la CIPRES. Nous y avons trouvé M. le secrétaire exécutif qui nous a mis en contact avec des relais que nous côtoyons sur le papier au quotidien, mais que nous ne pouvions pas toucher du doigt. Et l'avantage de cette visite, c'est de venir à la rencontre, disons, des agents d'une structure extrêmement importante pour, en fait, notre sous-région. Et nous avons tenu à dire aux personnes que nous avons rencontrées combien est-ce que ce qu'elles étaient en train de faire était essentiel dans la vie de nos nations. Il est vrai que nous rencontrons en tant que pays beaucoup de défis, que nous sommes confrontés à beaucoup d'exigences, mais le champ du social est un champ absolument important et tout ce qui s'y fait en termes de prévoyance est évidemment à améliorer, à relever. Quelques soucis techniques. Toutes nos excuses. Et les éperviers du Togo se préparent pour la double confrontation contre la Gambie les 12 et 16 octobre. Et c'est pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et demain au stade Omnisport de Lomé, sous le coup des 16h. Les éperviers du Togo vont donc affronter l'équipe nationale de la Gambie. Et tout est fin prêt côté organisation et dispositions techniques, notamment la pelouse synthétique qui a été aménagée à cet effet au stade. Et c'est ce que le ministre Guy Madjé Lorenzo en charge des sports est allé constater cet après-midi. Le compte rendu avec Prudence Zinsou. C'est un exercice inhabituel mais qui a tout son sens compte tenu de l'importance et la taille de l'événement. Le ministre Guy Madjé Lorenzo de la communication en charge des sports
qui tapent dans le ballon sur cette pelouse synthétique bien aménagée au stade Omnisport de Lomé. C'est pour apprécier la qualité du travail fait par Toussaint et son équipe de maintenanciers pour offrir de meilleures conditions de jeu aux footballeurs. Et c'est sur cette pelouse que va se jouer ce vendredi le match Togo-Gambie comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. C'était un gazon synthétique de la première génération. Donc après le constat des experts, ils avaient vu que c'était trop entassé. Nous avons enlevé des granulats qui sont un peu secs et on a dû les remplacer par les nouveaux. Donc après leurs appréciations, ils ont dit que les terrains étaient praticables. Le geste mérite d'être posé selon le ministre Guy-Madi Lorenzo, car les plus hautes autorités togolaises ont mis les moyens pour garantir aux éperviers du confort lors de cette confrontation avec les Scorpions de la Gambie. Après notre dernier match le 9 septembre dernier, il y avait un certain nombre d'insuffisances qu'on avait pu relever dans les différents aménagements que nous avons entrepris sur la demande du chef de l'État. Nos équipes et les entreprises, on a fait un gros travail et nous avons un match très important demain contre la Gambie. Et je voulais m'assurer par moi-même que au niveau de l'éclairage, il n'y a pas de souci. Et au niveau de l'entretien qui a été fait au niveau du gazon, il n'y a pas de souci. Vous avez pu voir le rebond sur le gazon du ballon. Donc, bon, je pense que d'un point de vue matériel, infrastructure, les choses, nous sommes prêts. Et en ce qui concerne le son, également, comme l'avait exigé la CAF, nous sommes prêts là aussi. Donc, je voulais m'assurer que tout le travail qui a été fait à la demande du sélectionneur national et de la CAF, nous sommes prêts d'un point de vue infrastructurel pour le match de demain. Tout à fait prêt ici pour accueillir les joueurs et les supporters. De la loge officielle en passant par la tribune et les gradins, tout est réuni pour ce duel Togo-Gambie. L'éclairage est aussi au point. Et les différents experts qui sont passés trouvent ce gazon tout à fait jouable. Ça ne posera pas de problème de tendinite ou d'autres affections articulaires aux joueurs des deux équipes, premièrement. Bon, c'est vrai, ce gazon n'est plus de la première jeunesse, mais il a été certifié et reconnu par la CAF comme tout à fait jouable. Dernier du groupe D avec un point, le Togo doit impérativement s'imposer ce vendredi pour espérer une qualification pour la grande messe du football africain qui aura lieu au Cameroun l'année prochaine. Et sans transition, nous ouvrons la page des sports de ce jeudi avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude qui est aux couleurs des éperviers ce soir. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, les regards donc seront focalisés demain sur le stade municipal de Lomé pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Les éperviers joueront crânement leur chance face aux Scorpions de la Gambie. Bien dit Anita, après leur nul 0-0 face aux écureuils du Bénin le 9 septembre dernier, pour le compte de la seconde journée, les éperviers doivent impérativement s'imposer pour se relancer dans le groupe D. Pour ce faire, et mettre les bouchées doubles pour affronter les Scorpions de la Gambie demain sur le coup de 16h. Avec Johnson Aflim, voyons la séance des entraînements des éperviers de mardi. Ce sont des éperviers mal embarqués dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui s'apprêtent à accueillir les Scorpions de la Gambie pour le compte de cette 3e journée des qualificatifs. Les mêmes classés, 3e ex-aequo, tout comme leurs adversaires, les Rapaces togolais ont encore des chances de se relancer en vue de décrocher une place pour la fête du football africain prévue au Cameroun l'année prochaine. Ceci à condition de réaliser de belles performances lors des 2 sorties à venir face à la Gambie. Tout commence déjà ce vendredi où le sélectionneur Paul Leroy et ses poulains devront aller chercher la victoire. La victoire, elle est cruciale et le mot mobilisation est sur toutes les lèvres. Les éperviers ont besoin donc du soutien de tout le monde. Le public, c'est
le 12e joueur sur le terrain. Et avec leur soutien, leur cri, je crois que ça va galvaniser nos joueurs. Le message est simple, c'est gagner le match. Le ministère a fait vraiment son travail. L'effort a été fait par l'État pour que nous puissions jouer convenablement. Quelques heures avant ce duel décisif, les joueurs n'ont qu'un seul mot d'ordre: tout donner pour engranger les 3 points. Je vais me donner un maximum, comme toujours, pour la sélection, essayer d'amener mon expérience pour la victoire. Il faut être déterminé, en étant juste, il ne faut pas se mettre plus de pression que ça. Il y a un bon état d'esprit, donc voilà, je me fais pas j'ai pas de doute sur notre compétitivité. On travaille, on s'entraîne, on fait de bonnes choses, il y a de la qualité à l'entraînement. Je pense plus au collectif. Moi, je vais essayer d'apporter tout ce que je peux apporter. Personnellement, si ça vient, tant mieux, mais je pense plus à l'équipe. Pour la double confrontation face à la Gambie, les éperviers bénéficient de renforts, à l'instar du gardien de but, Malcolm Barcola, de l'Olympique Lyonnais en France, et de l'attaquant Gilles Sounou, qui évolue à Erzurum Sport en Turquie. Le premier acte de l'explication entre Togolais et Gambiens, c'est ce vendredi 12 octobre 2018, sous le coup de 16h, temps universel. Et Claude, une information en complément? Non, Manita, j'espère que tu seras ça demain pour pousser les éperviers à la victoire. À coup sûr, j'irai chercher mon t-shirt et mon ticket pour demain. Et des nouvelles de la délégation togolaise aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Les beach volleyeurs togolais étaient en attraction au Green Park de Buenos Aires. Manita, tout comme lors de leur première sortie où ils ont été battus par le Paraguay, les volleyeurs togolais se sont inclinés face au Cuba. 2-7-0 signent ainsi leur élimination de Buenos Aires, notre envoyé spécial au JOJ 2018, Alfred Colani. Le groupe était annoncé comme relevé pour les beach volleyeurs togolais. Paraguay, Cuba, Grande-Bretagne, un trio dont il fallait se défaire pour continuer l'aventure. Mais ce qui s'est passé avec les Togolais ressemble plutôt à une mésaventure. Face au Paraguay et à Cuba, Povon et Ariata ont monté leurs limites. Manque d'engagement, pas d'agressivité, conditions physiques douteuses. Ajoutez à cela un temps argentin bien ensoleillé et cela vous donne 2 défaites en autant de matchs. D'abord face aux Paraguayens, Jorge et Gonza qui n'ont pas du tout tremblé et qui ont enlevé les 2 premiers sets 21-6 et 21-12 et du coup la partie. Le match face à la paire cubaine composée de Agnon et de Alayo devenait du coup décisif. Les Togolais semblent l'avoir bien compris en entamant la partie du bon pied, mais c'était un feu de paille sans lendemain. L'opération porte ouverte, ou plutôt point offert, lancé par les Togolais profite aux Cubains qui plient le match en 26 minutes. 2-7-0. 21-9. Vraiment, j'arrive même pas à digérer les défaites. Vraiment, mes enfants, bon, je ne sais pas si c'est la peur ou bien que c'est le plus du grand match qui les a fait perdre comme ça. Ils n'ont même plus, la force pour pouvoir jouer. Leur frappe vraiment, ça ne tombe plus comme ce qu'ils doivent. Vraiment dessus. Au niveau de notre performance, nous pensons qu'il faut encore beaucoup améliorer certains trucs au niveau de notre jeu. Parce qu'on a vu les autres jouer et puis on a vu à propos des matchs que tout le monde a joué. Il faut encore qu'on travaille encore plus pour qu'on puisse jouer à leur niveau. Après l'esprit, voilà le but volé qui passe à côté de ces jeux. Et cela doit donner à réfléchir. En attendant, les buts volleyeurs auront l'occasion vendredi de se racheter face à la Grande-Bretagne dans un match qui va compter pour du beurre. Samedi, l'athlète togolaise Koumedina entre en compétition sur 200 mètres. Oui, pour terminer. Anita, c'est tout donc pour ce soir. Rendez-vous samedi dans Sport et Détente. Merci Claude et on se retrouve jeudi prochain tout en espérant que les éperviers pourront
remporter la victoire demain. C'est impératif. Nous allons prier. Merci Claude. Et pour finir ce communiqué du ministre en charge de la communication, le ministre de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique porte à la connaissance des cinéastes dont les noms sont à découvrir dans le quotidien national Togo Presse, qui sont sélectionnés après étude de dossier pour la deuxième partie du projet Togo Film, de l'écriture à la coproduction internationale, qui aura lieu du 10 au 14 décembre 2018 à Lomé et qui porte sur le thème différents mécanismes de développement et de financement, élaboration et montage des projets audiovisuels et cinématographiques. Il est à noter que toute personne qui se trouverait dans l'impossibilité de prendre part à cette formation est priée de se signaler à la Direction nationale de la cinématographie en vue de procéder à son remplacement. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Bonois en Côte d'Ivoire. Bonsoir.